Oh, je viens de voir passer une souris. Elles font partie de la maison. Elles ne sont pas restées seulement à garnir. C'est les petits rats, c'est connu. La première fois que je t'ai vu, c'était à Cannes. Je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans. C'est quand j'étais à l'école. Okay. Et tu étais venu pour les stages d'été, faire des cours à l'été. Parce que je suis arrivé à l'école en 84. Donc ça va être entre 84 et 87. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu ce qui nous lie d'ailleurs, je trouve, cette relation avec l'école de Cannes. Parce qu'on fait tous partie toujours un peu, qu'on le veuille ou non, d'une famille artistique, quelle qu'elle soit. Toi, tu as quand même cette merveilleuse histoire un peu comme une double nationalité, puisque tu as été formé à l'école de Cannes et puis après à l'Opéra. Mais l'école de Cannes, c'est vraiment, pour moi, c'est un moteur très particulier. À la fois parce que Rosella Hightower, qui était quand même vraiment quelqu'un qui était vraiment précurseur dans son enseignement, on s'en rend compte aujourd'hui, et moi, je porte vraiment quotidiennement son enseignement dans ma tête. Et puis José Ferrand, qui était ce merveilleux professeur pour garçons. Et on se rappelle tous, moi je me rappelle très très bien aussi du moment où José est parti à l'Opéra de Paris de Cannes. Et je pense souvent aussi à combien Rosella, qui a été aussi directrice de l'Opéra de Paris, je sais combien elle et José seraient fiers du fait qu'aujourd'hui tu en sois le directeur. Donc c'est une jolie boucle, je trouve. Et je ne sais pas, il y a effectivement une forme pas de solidarité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous relie toujours quand on a vécu cette relation intense qu'on avait à Cannes avec cette extraordinaire capacité qu'elle avait et qui nous fait du bien aujourd'hui. Cette vision globale de la danse, cet amour qu'elle pouvait avoir de la danse académique et à quel point elle la défendait. Et de l'autre côté, je me rappelle qu'à mon époque, elle était tout aussi éblouie par Dominique Bagué. Et c'était quand même une des premières qui nous montrait que l'un n'exclut pas l'autre. C'est vrai qu'on a en commun cette ouverture envers les différents styles, le respect de la tradition d'un côté, tout à fait. Et puis le fait de vouloir s'ouvrir vers d'autres choses. Mais je pense que je ne suis pas sûr qu'on se rende compte à quel point ça a été initié par cette vision qu'elle avait. Et je pense aujourd'hui que c'est aussi sûrement quelque chose qui nous relie dans notre manière de diriger une compagnie et du regard qu'on peut poser à la fois sur les danseurs et sur ce qu'ils nous proposent. Et puis l'intérêt aussi de garder vivant, comme tu es en train de le faire, le répertoire contemporain, mais aussi cette dimension contemporaine dans la danse académique. C'est-à-dire comment on peut arriver à garder vivant ce vocabulaire, ce travail sur pointe. Tu as toujours défendu ça aussi dans ton travail. J'ai toujours défendu ça dans mon travail. J'ai chorégraphié moi-même sur pointe. En venant à l'opéra, en faisant un peu le tour de la programmation, j'ai vu que ces dernières années, évidemment, les grands ballets du répertoire ont toujours été là et seront toujours là, mais on avait fait des créations contemporaines qui laissaient un peu de côté ce vocabulaire classique, alors super intéressant, de l'expérimental, différentes écoles. Et il manquait pour moi cette troisième branche, on va dire, qui est de faire le lien entre ces deux, entre la tradition et ce qui a été la création contemporaine aujourd'hui. Et c'est entre autres pour ça aussi que tu es là. Et j'en suis ravi. Je mentirais si je disais que ça n'a pas toujours trotté dans ma tête. Et c'était une interrogation. Pourquoi, finalement, moi, chorégraphe dit néoclassique, j'ai jamais eu l'occasion de travailler à l'opéra. Alors, sincèrement, c'est vraiment pas la faute de ceux qui me l'ont proposé, puisque depuis, je crois que le premier qui l'a proposé, c'était Nureyev en 86. Et je pense que c'était plus pour moi une crainte ou peut-être on dit que ça a pris du temps, mais je pense que ça a pris du temps parce que je pense que ce conflit classique contemporain, il a été quand même assez violent à un moment. Et je pense qu'il fallait il fallait passer une certaine génération pour que les gens digèrent ça et ne se posent plus la question. Puisque au moment donc, où tu as commencé à faire de la chorégraphie, à utiliser les pointes et tout ça, c'était un moment où vraiment, en fait, soit on faisait du classique, soit on allait vers la danse contemporaine. Donc du coup, être au milieu, c'était compliqué. C'était très douloureux.
À tel point d'ailleurs que les 10 ans que j'ai passés à Tours, j'avais exclu, moi, par exemple, la pointe dans mon travail. Comme si il fallait que je me contemporanise pour être inclus dans un mouvement. Et c'est en arrivant à Monte-Carlo que j'ai retrouvé, un peu comme si je sortais d'un rêve, et que tout d'un coup, je disais, non mais c'est magnifique ça, j'adore ça. Et pourquoi et je pense qu'il y a une personne qui nous a quand même beaucoup aidé, c'est Billy Forsythe, qui nous a donné le droit au soi-disant classique d'avoir notre maître aussi. Il y avait cette notion de... Il a un génie, mais il a eu cette capacité à complètement nous libérer du droit de pouvoir utiliser le vocabulaire et puis de l'emmener ailleurs, de le tordre un peu, tout en le respectant. Pour moi, c'est vraiment la responsabilité d'un directeur aussi, que de redonner ce goût. Parce que je pense que le danseur peut perdre ce goût. Pas forcément par choix, tout simplement parce qu'il ne le goûte plus. Et quand tout d'un coup, là je vois le travail de Chris, de Weldon, le travail de David Dawson, tous ces chorégraphes-là qui redonnent le plaisir au corps d'utiliser, d'articuler la danse avec cette technique-là, mais tout en ayant le sentiment qu'on est bien dans notre époque, quoi. Et qu'est-ce que tu cherches à faire aujourd'hui avec le chausson de pointe? Est-ce que c'est donner une liberté supplémentaire à ce vocabulaire académique? C'est amusant parce que moi j'ai le sentiment que il n'y a pas de secret, j'ai 65 ans, donc j'ai commencé la danse à 7 ans, donc j'ai toujours eu dans mon entourage le corps féminin avec des pointes. Et c'est quelque chose qui est imprégné comme une espèce d'ADN finalement. Je ne me suis jamais posé vraiment la question de la pointe en tant qu'outil. C'est-à-dire que quand je chorégraphie, je ne suis pas certain que je prends la pointe en soi en considération, comme quelque chose que j'essaye de travailler d'une manière particulière, mais je m'aperçois qu'à chaque fois que je chorégraphie, la danseuse pour moi a la pointe au pied, et ce petit moment où le corps va faire un mouvement qui tout d'un coup va pouvoir passer par ce passage qui est celui de la pointe, je trouve toujours que ça enrichit le travail que je suis en train de faire. Ce n'est pas une obsession de ma part dans le sens technique du terme, c'est quelque chose qui apporte un plus en fait. Oui, et je pense que simplement, quand on chorégraphie, on est qui on a notre propre histoire, notre propre vocabulaire, et moi c'est quelque chose auquel je ne peux pas échapper, quoi. Et en fait, y échapper serait un peu me mentir, et je pense qu'il n'est pas nécessaire de se mentir trop longtemps. Je pense. Mais oui, je ne suis pas sûr qu'il faut regarder la pointe aussi forcément. Là, je crois que tu as amené aussi des chorégraphes contemporains à travailler sur pointe. C'est un vrai défi. Hein. Je pense qu'en fait, quand les chorégraphes viennent de là, comme Corsia, oui, qui était à la Scala de Milan, donc qui connaissaient ce vocabulaire, c'est plus facile de revenir que pour des chorégraphes plus contemporains qui ont la pointe comme un objet... Elle fait peur un peu peut-être. Oui. Hein. Mais elle fait peur, mais peut-être aussi, des fois, le corps du danseur académique fait peur aussi. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as remarqué dans ta compagnie précédente aussi. Et souvent, quand on invitait des chorégraphes dits contemporains, qu'ils l'étaient d'ailleurs, souvent, quand ils choisissaient les danseurs, ils avaient toujours tendance à choisir les danseurs qui, a priori, étaient peut-être ceux qui étaient le moins adéquats pour la danse dite académique. Comme s'il y avait un besoin de démontrer que ce que nous, on laissait un peu de côté, c'était quelque chose qu'on négligeait. Or, pas du tout. C'est que l'exigence de cette danse dite académique, effectivement, a quelque chose d'extrêmement rigoureux et probablement qui a beaucoup à faire avec ce que la nature nous a donné, ce qui n'est pas forcément des plus équitables. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as raison, c'est que c'est souvent des gens qui ont eu l'habitude enfin qui ont connu en tout cas à un moment ou à un autre cet outil. Ouais. J'ai le sentiment que de plus en plus de gens vont se questionner sur les possibles avec cet outil-là. Bien sûr qu'il il n'a pas à être là tout le temps, mais je pense qu'il est loin d'être exploité comme il peut l'être.
Moi, je pense que, comment dire, il y a eu des années où la danse contemporaine a été très développée en France. Oui. Et en fait, il y a eu des choses très créatives, de différents. Et c'est pas comme, par exemple, dans les pays anglo-saxons, en fait, ils n'ont jamais abandonné vraiment ce travail, mais ils ne sont pas allés si loin par rapport à la danse contemporaine. C'est Donc vrai. c'est un peu C'est un un truc équilibre. de cause à effet. Voilà. C'est pas faux. Et maintenant que la danse contemporaine est installée, très installée, ben, il y a peut-être un retour, moi je dirais, c'est pas aux chaussons de pointe, mais c'est au fait d'utiliser des vocabulaires classiques au sens où Forsyth dit c'est comme un abécédaire, et ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec, c'est comment on construit nos mots et nos phrases. Oui, c'est la technique classique, c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Je pense que toutes ces choses-là vont se poser. Puis je pense aussi qu'il y a dans la danse différentes ambitions à avoir, mais même chez les chorégraphes. Moi, je revendique très souvent, j'adore faire les ballets narratifs, par exemple, et j'adore la dimension de l'acteur chez le danseur. C'est quelque chose que je trouve passionnant, probablement parce que c'est ce que j'aimais danser moi-même. Et cette question de la narration, il est vrai que souvent, certains considèrent que la danse doit se passer de tout argument et que motion is emotion, dans la danse, seul le mouvement peut créer une poésie, sans aucun doute. Est-ce que finalement, la narration n'est pas quelque chose de vital à l'homme aussi, hein? Et les deux ont leur place. Donc laissons la place aux deux. Et comme tu dis, peut-être, toi, défendre cette tradition et ce respect du corps, quoi, ici. Et oh, je viens de voir passer une souris. Elles font partie de la maison. Elles ne sont pas restées seulement à garnir. C'est les petits rats, c'est connu. Oui, donc vers un paysage. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce qu'on a discuté, on a parlé de plusieurs options. Et pourquoi cette pièce? Alors, pour être franc, je pense que c'est peut-être par prudence. Je pense que quand je remonte pas tant de ballet que ça à l'extérieur, c'est quelque chose qui me terrorise toujours un petit peu parce que moi j'ai toujours complètement associé mon travail de chorégraphe à mon travail de directeur. C'est-à-dire que pour moi avoir une compagnie, c'est générer un groupe de gens avec qui j'ai une relation, avec qui je m'entends et avec qui on partage quelque chose. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer, on ne sous-estime jamais la fragilité des danseurs ou la crainte qu'ils peuvent avoir, ou les doutes qui sont les leurs. Et le chorégraphe, c'est pareil. Quand on rentre dans un studio et qu'on a 15 danseurs en face de soi, c'est pas si simple que ça, de créer cette relation. Et donc, comment on peut trouver un moteur où, finalement, quand on va découvrir une compagnie pour la première fois, ce qui est mon cas avec l'Opéra de Paris, on peut essayer de trouver un lieu commun où, peut-être, avant qu'on parle de notre propre langage, puisse se rencontrer sur des choses qui nous concernent tous les deux, par nature. J'ai eu le sentiment que les danseurs de l'Opéra de Paris pouvaient magnifier cette pièce, qu'avec leur spécificité, leur qualité, ils pouvaient en reprenant une pièce qui existe déjà, qui souvent pour un danseur a quelque chose un peu de frustrant parce qu'on n'est pas, on génère pas la création, ouais, qui sentent que c'est quelque chose à laquelle eux peuvent apporter un petit quelque chose différent, supplémentaire, qui leur appartient et qui va rendre cette pièce, je ne veux pas dire plus belle parce que ce serait dénigrer ceux qui l'ont fait avant et ça serait très malhonnête, mais en tout cas quelque chose qui leur appartiendra. Et en plus c'est une pièce sur laquelle on n'a pas le temps de discuter. C'est une pièce qui chorégraphiquement impose une telle énergie, une telle demande, un tel défi en soi, que c'est un peu comme... voilà, j'ai le sentiment peut-être que venir à l'Opéra de Paris, c'est quand même plonger dans un bain, c'est pas rien quand même de venir ici, pour un chorégraphe. Et c'est une manière de plonger dans le bain de manière radicale, et pour eux et pour moi. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai choisi cette pièce. Je pense vraiment que c'est quelque chose, à mes yeux, dans un premier contact, dans une première histoire qu'on peut avoir ensemble, quelque chose sur lequel on peut se rencontrer. Elle a été créée en 1995. Oui. Donc ça fait un petit moment. Et ce titre, pourquoi Vers un paysage? Alors, Vers un paysage, en fait, ce titre, c'est que j'ai créé cette pièce au moment où, juste après la mort de mon père. Mon père qui était un homme assez extraordinaire, avec une énergie absolument folle, qui a fait plus de 250 décors, scénographie, costumes, danse, théâtre, opéra, qui était professeur aux Beaux-Arts, qui était peintre, mais qui était un homme
extrêmement discret et dont, si on Google aujourd'hui, on ne trouvera aucune trace. Il fait partie de ces gens, pour moi, il y en a plein, avec énormément de talent dont on n'entendra jamais parler, mais qui a marqué beaucoup de gens autour de lui. Et quand il a pris sa retraite à 60 ans, à 61 ans, il est mort du cancer. Ça a été fulgurant. Comment rendre hommage à quelqu'un qui t'a nourri d'une manière aussi importante, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la musique avec mon frère, c'est lui qui m'a fait découvrir les arts plastiques, la peinture. J'ai passé ma vie, depuis que je suis né, entouré de chanteurs d'opéra, de metteurs en scène, de peintres, d'écrivains. Donc il y a toujours eu ça autour de moi à la maison. Et comment célébrer ça quand quelqu'un disparaît sans tomber dans le pathos. Cette pièce, pour moi, me paraissait essentielle. Vers un paysage, c'est la dernière exposition qu'il a fait avant de mourir, qui s'appelait Pays sage, parce qu'il faisait beaucoup d'aquarelles aussi. Et j'ai dit Vers un pays sage parce que, bien sûr, il est probablement, je pense, dans un pays beaucoup plus sage que celui dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est la raison de cette pièce. C'est pour ça qu'elle est très, très colorée, très lumineuse. Alors Dominique Driot, qui fait mes lumières depuis 30 ans, c'est un ancien élève de mon père, qui était aux Beaux-Arts, parce que mon père utilisait beaucoup les gamins des Beaux-Arts pour les faire rentrer. Il y en avait un d'ailleurs à Bastille, qui était un merveilleux chef accessoiriste, qui s'appelait Pierre Quétin, qui est aussi un élève de mon père, et qui m'envoie chaque année une carte de vœux absolument exceptionnelle. Et cette histoire de transmission, Dominique a voulu utiliser les lumières, les couleurs qu'utilisait souvent mon père dans son travail. Donc, je me rappelle très bien quand on avait fait cette pièce, c'était à l'époque où Billy explosait et faisait ce qu'il faisait. On l'avait présenté en Hollande. Billy Forsythe m'avait dit à ce moment-là, on était à l'époque des hachémis blancs, quelque chose de très radical. C'était complètement anachronique de faire des trucs avec des couleurs pareilles et tout. Et il me disait, continue ça, parce que ça c'est toi, quoi. Ouais. Et ça m'avait vraiment marqué. Donc c'est vraiment paysage, c'est cette idée-là. Le ballet est construit comme ça, comme une espèce de fuite en avant, basée sur l'énergie, de générosité, d'engagement, d'envie de se dépasser. Ils ont besoin de se dépasser. C'est vraiment une espèce de marathon. C'est ça en fait que tu attends des danseurs de l'opéra. Ouais. J'attends. Je te l'ai dit, je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qu'ils aient envie de faire. Hein. C'est pas une pièce à laquelle on peut faire face si on n'a pas envie de se faire un tout petit peu mal, dans le sens où ce plaisir... Se dépasser en fait. Se dépasser, comme on fait au cours ou comme on fait souvent... Quand on s'emballe en Chine, comme thème et variations. Exactement. Voilà, il y a un vrai défi et il faut être là, tu sais engagé. Tu sais que tu ne peux pas y échapper, quoi. On parlait souvent de Marie-Jo Pérec qui expliquait comment elle faisait pour gagner quand elle faisait des courses. Et quand elle expliquait qu'à les 5-6 derniers mètres, elle arrêtait de respirer et elle allait vers la mort, en fait, pour arriver à passer devant les autres, quoi. Cette espèce ce petit instant supplémentaire qui fait que tu vas plus loin que l'autre. Dans la pièce, elle est nécessaire. Et ça, pour moi, c'était mon père. Et c'est pour ça que la pièce finit de manière très, très étonnante, parce que cette musique d'Adams, c'est une espèce de pulsion un peu jazzy qui te pousse comme ça à vivre les choses. Et puis, tout d'un coup, il y a cet arrêt-là, d'un coup. Lui, son grand rêve, c'était de venir s'installer à Paris pour pouvoir profiter des expos. Il n'aura jamais vu ça. Et c'est pour ça que la pièce se suspend de cette manière-là. Et qu'au départ, la fille partait, elle était soulevée dans les cintres et elle montait en haut. En fait, oui, je pense que, c'est bien parce que ça va être une pièce qui va faire une vraie rencontre. Tu as toujours travaillé avec tes danseurs, comme tu dis. Tu as créé pour tes danseurs. Je me souviens de Gaëtan Morlotti, de Bernisco Pieter. C'était une création et la suivante et la suivante. Donc moi, je me suis dit peut-être que cette pièce, qui est une très très belle pièce, va être une rencontre. Et il y aura une rencontre avec, parmi le casting, quelques danseurs qui vont t'inspirer pour une création à l'avenir. Oui, mais je pense... C'est un investissement de ma part. Non, mais il est vrai que par nature... moi, j'ai vraiment la trouille d'affronter... J'aimerais être comme ces chorégraphes qui ont cette capacité à venir dans une compagnie, ils s'assoient, ils regardent les danseurs, ils font une distribution, le lendemain, ils chorégraphient. Je pense que ce sont des chorégraphes qui sont tellement passionnés par la chorégraphie qu'en fait, finalement, j'ai envie de te dire... Qui pourraient créer avec n'importe qui. Absolument. En fait. Moi, je me suis rendu compte à un moment qu'en fait, ce qui me passionnait dans la chorégraphie, c'était avec qui je la faisais. Voilà. C'est plus une histoire de dialogue avec... En fait... Et j'ai mis du temps à comprendre, parce que moi, j'ai arrêté ma carrière très tôt. Je me suis pété le genou à 21 ans. À 23 ans, j'ai arrêté. J'étais censé faire une belle carrière. Elle n'aura pas eu lieu, mais je n'avais pas cette force, je n'avais pas ce qui est nécessaire pour un danseur pour aller au-delà.
J'étais un peu feignant là-dessus. Je savais pas, j'avais pas le courage de faire face à ça. Mais par contre, je me suis demandé pourquoi j'avais jamais été frustré de m'être arrêté. Et en fait, je pense que c'est parce que je chorégraphie ce que j'aurais toujours aimé danser. Quand je chorégraphie, je m'éclate. Et je m'éclate, évidemment, comme je ne suis pas en état de bien danser, je ne peux m'éclater qu'en le transmettant à quelqu'un qui va me donner ce plaisir en retour. Et c'est vraiment cette relation-là. Et donc, rentrer dans un studio simplement pour chorégraphier parce que j'ai une idée que je veux développer d'un point de vue chorégraphique, ça n'a pas trop de sens. Oui, c'est parce que tu ne fonctionnes pas qu'avec des corps. Non. En fait, tu veux tenir compte des interprètes. Oui, il faut vraiment qu'il y ait un échange. Il faut qu'on arrive à faire une bonne distribution pour créer ta famille parisienne. Voilà. Et que tu aies tes danseurs pour la suite. Oui. Ça... Allons-y. Commençons par le début.